Ce qui va être important, c'est que le bébé soit mis en contact dès la naissance avec sa maman pour qu'il puisse aller téter le plus rapidement possible. Alors, comment ça se passe? Pendant 9 mois, le bébé va habiter chez sa maman, in utero, et il perçoit le monde d'une manière sensorielle, que ce soit au niveau de son audition, au niveau du goût, de la déglutition et au niveau du toucher, en sachant que dans ce monde-là, c'est en permanence en mouvement et c'est en permanence relié à la vie de sa mère. Donc quelque part, lui, le bébé, sait où il habite. Quand il sort, il va perdre tous ses repères. Il va y avoir une sécrétion d'hormones de stress qui vont doper ses compétences et lui permettre d'aller téter ou de s'orienter vers le sein très vite. Encore faut-il qu'on lui laisse cette possibilité. Donc de nombreuses études ont montré que c'était important que les soins du bébé soient retardés le plus possible pour qu'il soit mis en peau à peau contre sa mère et qu'il s'oriente vers le sein. C'est vrai que des accidents ont été décrits, donc avant de mettre un bébé en peau à peau, il convient de l'examiner soigneusement sur le ventre de sa maman et d'observer comment il s'adapte à sa nouvelle vie au niveau cardio-respiratoire. Mais tout ça, on peut le faire sur sa maman. S'il s'adapte correctement, hop, il peut être mis lui sur le ventre, elle reste sur le dos à 45 degrés pour qu'il puisse s'orienter vers le sein. Dans cette position-là, lui, il est compétent, c'est-à-dire qu'il va avoir ses appuis, il va pouvoir se redresser, il va pouvoir chercher, il va pouvoir ouvrir la bouche, lécher, ouvrir un petit peu plus grand la bouche, tirer la langue de plus en plus loin, et à un moment, il va être compétent. Cette montée en compétence a été décrite très très bien dans les années 70 par Anne-Marie Wittström, qui est une puéricultrice. Et ça a mis beaucoup de temps à être intégré, admis. Et là maintenant, on sait que cette montée en compétence, si on peut en profiter, elle est indispensable. Et du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas être pressé. Il faut lui laisser le temps, il faut observer. Et en fait, justement, dans cette observation, prévenir les parents qu'il va y avoir cette montée en compétence, puisqu'ils ont tendance à être pressés. Donc dans l'information anténatale, il va être important de dire à la maman que il ne l'a jamais fait, il n'a jamais tété, qu'il faut qu'il apprenne à respirer, qu'il faut qu'il apprenne à sucer et qu'il apprenne à déglutir. Et donc cette coordination de la succion, de la déglutition et de la respiration est un phénomène complexe qui lui demande un petit peu de temps. Cette adaptation va être importante pour qu'on ne lui prenne pas la tête au bébé, qu'on ne le force pas à téter, qu'on ne mette pas de temps. C'est-à-dire qu'un bébé va peut-être aller téter en un quart d'heure, une demi-heure, mais peut-être en 1 heure et demie. Et que cette phase d'apprentissage, elle lui est indispensable. Ce n'est pas urgent que le bébé tète à la naissance, dans la mesure où il est en peau à peau contre sa mère et qu'il peut aller téter. Pourquoi c'est pas urgent? Parce qu'en fait, le bébé à la naissance sort de table, c'est-à-dire que le placenta marche jusqu'à la fin. Et donc, ce temps de latence, c'est un temps où il va commencer à se préparer à aller téter, et c'est top. Après cette première tétée, réussie en général, les parents remontent dans leur chambre, en suite de naissance, et le rythme des tétées va être fait en fonction de l'éveil du bébé. C'est-à-dire que dans notre société cartésienne, avec des repères d'enfants nourris au biberon, on a des repères de toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Or en fait, c'est pas comme ça qu'un bébé, ça marche. Il va falloir en fait qu'il puisse téter quand il est compétent. Il est compétent quand il est éveillé. Ce qui passe par le fait d'apprendre aux parents à reconnaître quand est-ce qu'un bébé dort et quand est-ce qu'un bébé est éveillé. Ce qui n'est pas si facile que ça. Donc il existe des documents dans les maternités pour leur montrer, pour leur apprendre à. Et le rôle des professionnels de soignants
des professionnels de santé, va être de montrer aux parents quand est-ce que ce bébé est compétent ou quand est-ce qu'il dort. Chaque bébé est unique et donc en fonction de son terme, est-ce qu'il est né à terme, est-ce qu'il est né en avance, est-ce qu'il est très prématuré, en fonction de son poids, en fonction de l'accouchement, en fonction de s'il a tété en salle de naissance, en fonction de si sa maman est diabétique, etc., etc. On va déterminer finalement un temps max au bout duquel il faut que le bébé ait tété. Ce qui veut dire que pour un bébé qui est né à terme, qui a bien tété en salle, on va se dire c'est max 4 heures, max 5 heures après cette première tétée, pour obtenir 5, 6 tétées par 24 heures, peut-être 7 ou 8 le premier jour. Et à chaque jour, on va modifier ces consignes en fonction du bébé, en fonction de sa succion, en fonction de la lactation. Ce qui veut dire que si cette maman n'est pas au courant, elle a l'impression que le discours des soignants n'est pas cohérent parce qu'il change tous les jours. Il peut même changer de jour comme de nuit. C'est cette variation dans le discours en fait qui fait l'individualité, qui s'adapte au bébé et à la situation. Donc dans la physiologie de la lactation, c'est vrai qu'il y a la phase colostrale. Le colostrum est en petite quantité, très épais, correspond particulièrement au bébé pour qu'il apprenne à coordonner la succion et la déglutition et la respiration. Puis on va arriver à la phase de production de lait avec un débit plus important et petit à petit des rythmes de tétée qui vont s'espacer. Après avoir appris aux parents à reconnaître quand est-ce qu'un bébé est compétent pour téter, il va falloir leur apprendre à reconnaître est-ce que ce bébé est efficace au sein. On a tendance à chronométrer les tétées et ce chronométrage n'a pas grand intérêt. De la même manière qu'on a tendance à dire « Ah non, mais là c'est 1 sein, 2 seins, 3 seins », c'est pas ça qui compte. Ce qui va compter, c'est l'efficacité du bébé au sein. Et donc il va falloir apprendre aux parents à reconnaître la déglutition. Ce qui n'est pas si simple que ça, c'est plus facile de regarder sa montre. Or, si un bébé fait une succion, une déglutition, une fois que la montée de lait a eu lieu, il est en mode champion du monde. Cool, tout va bien. Si par contre il fait 10 suctions pour une déglutition, il n'est pas efficace au sein, il tétouille. Si la maman pense qu'il est en train de manger, ça ne le fait pas. Donc leur apprendre à repérer la déglutition va permettre de savoir où en est le bébé. Les parents n'ayant pas de balance à domicile, c'est pour ça qu'il est important de leur donner d'autres moyens de savoir où en est leur bébé. D'où le fait qu'on s'intéresse à leur couche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller regarder comment sont les couches éventuellement du bébé pour voir si elles sont bien lourdes de pipi et s'il y a des selles dedans. Un bébé qui mange bien va avoir 5 couches lourdes par 24 heures, dont 2 avec des selles. Dans lourd, les mamans entendent souvent caca. Mais en fait, non. C'est vraiment leur apprendre à estimer qu'est-ce qu'il y a dans la couche. Ce qui est un reflet, en fait, de la tétée d'avant. Donc, si la couche est bien lourde, ça veut dire que la tétée d'avant du bébé a été bien efficace et que c'est top. C'est important aussi de leur dire que les selles vont changer. Comme les séjours sont de plus en plus courts à la maternité, il faut savoir que les selles du bébé à la naissance, elles sont ce qu'on appelle méconiales, donc elles sont noires, vert très très foncé. Puis petit à petit, elles vont devenir vert d'az, vert foncé, puis vert clair, jaune, très liquide, avec des petits grains moutarde à l'ancienne. Il faut les prévenir, parce qu'on voit des visites aux urgences, parce que le bébé a des selles jaunes, liquides, elle pense qu'il a la diarrhée. Alors qu'au contraire, c'est que tout va bien. Donc, on a vu le repérage de l'efficacité du bébé au sein, côté bébé dans sa succion. Mais on a d'autres moyens de savoir si le bébé est efficace au sein, côté maman notamment. Côté maman, qu'est-ce que c'est? Si le bébé est efficace au sein, il va y avoir l'étirement de récepteurs au niveau du mamelon en début de tétée. Cet étirement des récepteurs envoie un message nerveux au cerveau de la maman et il va y avoir une sécrétion des hormones de lactation, à savoir l'ocytocine et la prolactine. Dans son corps, elle va ressentir l'effet de l'ocytocine, à savoir que
elle va ressentir des contractions utérines et il y a du sang qui coule éventuellement en bas quand le bébé est efficace, les premiers temps. Quand le bébé est efficace, elle peut ressentir des picotis dans les seins. Ces picotis, certaines femmes vont dire c'est douloureux, d'autres vaguement, mais elle ressent quelque chose. Quand le bébé tète d'un côté, en fait, l'ocytocine arrive par voie sanguine au niveau des deux seins, donc l'autre sein peut couler, ce qui est également un excellent repère. L'autre effet de l'ocytocine, c'est que ça fait planer en fin de tétée. C'est important qu'elle le sache, parce que si elle n'est pas très optimiste, elle peut se dire « Ouh là là, moi l'allaitement ça me fatigue. À la fin de chaque tétée, je suis vidée, je suis crevée. » En fait, ce n'est pas tout à fait ça. À la fin de chaque tétée, elle a une capacité, grâce à l'ocytocine, à pouvoir se reposer et avoir un sommeil récupérateur. Les autres effets dans son corps, quand le bébé est efficace, il y a de l'eau qui sort, donc elle va avoir soif. Au début, quand elle n'est pas très mobile, notamment à la maternité ou au début à la maison, c'est important qu'elle ait toujours de quoi boire à proximité, à côté d'elle. Parce que cette sensation de soif va lui permettre de se recharger en eau et de refabriquer du lait. Comme autre signe qu'elle peut ressentir, à la fin de la tétée, le sein, si le bébé a été efficace, a été vidé. Donc il est souple, elle est dépressible, il n'y a pas de zone dure. Tout est OK. Accompagner une maman, ça va être définir son projet. Est-ce qu'elle a un projet défini, d'allaitement long ou court, ou au contraire, est-ce que c'est pas trop? Je dirais peu importe, puisqu'on a vu précédemment qu'il n'y avait pas de préparation à faire au niveau de son corps. Il n'y a rien à acheter spécialement. Donc autant laisser faire les choses, qu'elle découvre son bébé, qu'elle découvre la vie avec son bébé, et qu'elle voit qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Les points clés, ça va être le sevrage. Un sevrage peut être fait de manière très rapide, un sevrage peut être fait de manière très étalée. Est-ce qu'on a besoin de le prévoir dès la grossesse? Non, elle verra bien où est-ce qu'elle en est. Par contre, il lui faut des adresses, il faut qu'elle puisse consulter des gens dans son entourage, d'autres parents, d'autres femmes qui ont réussi à allaiter, des professionnels de santé formés à l'allaitement pour qu'elles puissent voir finalement elles ou eux, les parents, quel est leur projet, de quel accompagnement ils ont besoin. Par rapport à la reprise du travail, c'est vrai que c'est une cause fréquente d'interruption de l'allaitement, d'arrêt ou de passage à un allaitement mixte. Le congé maternité en France est court, mais le Code du travail est relativement protecteur, puisque une femme qui allaite a le droit à 1 heure par jour pour allaiter son bébé. Alors, il faut savoir que cette heure n'est pas rémunérée. En pratique, j'ai l'impression qu'elle est souvent rémunérée. C'est 1 heure qui doit être prise 1/2 heure le matin, 1/2 heure l'après-midi. Ce qui fait que, finalement, elle peut tirer son lait éventuellement le matin, à sa pause déjeuner, l'après-midi. Du coup, peut-être qu'on peut continuer à allaiter même si on reprend son travail. Pareil, un accompagnement individuel va être indispensable. Quand on tire son lait, il faut savoir que le lait maternel est un produit vivant, donc qui se conserve très bien. L'AFSA a établi des normes. Ces normes sont d'une conservation de 4 heures à température ambiante, donc pas en plein soleil, pas sur un radiateur, mais à température ambiante. 48 heures au frigo, plutôt au fond du frigo que dans la porte, et 4 mois au congélateur. Ce qui veut dire que on peut s'organiser pour finalement continuer à donner son lait à son bébé, même si on reprend son travail. Le message qui peut être important pour les employeurs de ces mamans, c'est que une jeune maman sera plus efficace à son travail si elle est contente de pouvoir donner son lait, si elle se dit que son bébé il continue à avoir ce lien important, s'il est bien, si elle est à l'aise à la crèche ou chez la nounou, que si elle se fait beaucoup de soucis, où elle va peut-être être à son travail, mais pas disponible.
Donc ça a sûrement un gain important, y compris pour l'employeur, que de favoriser ce lien-là. Quel est le rôle du professionnel de santé qui accompagne un couple ou de jeunes parents? L'objectif, c'est que ces parents se sentent compétents et aient envie de s'occuper de ce bébé. Pour se sentir compétent, il faut être à l'aise, le découvrir et être à l'aise aussi dans son projet, dans sa vision de la vie. Et donc, le rôle du professionnel de santé va être de les accompagner pour faire émerger leur propre projet, pour voir quelles solutions peuvent être envisagées en fonction de tout ce que le professionnel connaît. L'INPES a donc fait un outil pour accompagner la grossesse et les jeunes parents. Cet outil est composé de fiches et cette méthodologie d'accompagnement est en 6 axes et permet de bien faire émerger le projet du parent en fonction des connaissances EBM, c'est-à-dire Evidence-Based Medicine. L'opinion du soignant n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'état de l'art actuellement basé sur les études scientifiques. Et le parent, en fonction de tout ça, ou les parents vont trouver le meilleur moyen qui leur correspond pour s'occuper de ce bébé. Dans cette méthodologie, un des axes est également de trouver les points forts de cette famille, mais aussi sur qui ils vont pouvoir s'appuyer en fonction de la situation. Parce qu'actuellement, dans notre société, les parents sont à la fois submergés d'informations et extrêmement seuls et isolés. Donc le professionnel de santé doit faire émerger le projet des parents. Sa première mission, c'est que ces parents se sentent compétents, s'attachent à leur bébé, afin que ce bébé puisse lui aussi bien grandir. Comment on s'attache? Il y a des moments clés à l'attachement. Le moment de la naissance en fait partie. Plus on va privilégier cet instant de la naissance, le pot à pot, cette découverte, mieux l'attachement se fait. Un attachement, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire grandir le bébé et pour l'aider à mieux se détacher. In utero, le bébé, il est en permanence en contact avec sa maman. Il sort, il perd ce contact. Pour bien grandir, il va falloir d'abord qu'il ait sa base de sécurité, qu'il s'attache, et l'attachement c'est mutuel avec ses parents, pour pouvoir explorer et mieux se détacher. On a tendance à penser que quand un bébé pleure, il est capricieux, il est manipulateur. Il vaut mieux considérer que le pleur est un appel, répondre à cet appel pour qu'il se construise sur une base de confiance et qu'il puisse mieux se détacher après. Donc c'est sûr que les premiers temps, un bébé est extrêmement demandeur et qui ne va pas être autonome et que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais que petit à petit, en variant et en modulant les réponses, il va grandir et pouvoir s'autonomiser à sa mesure. Dans notre discours, on a tendance à dire qu'il faut qu'il s'autonomise dès la naissance. C'est pas possible. Il faut d'abord qu'il acquiert cette base de confiance pour pouvoir se détacher et pour pouvoir explorer. Cette base de confiance, elle passe par la proximité, que ce soit avec la maman, qui est indispensable par rapport à l'allaitement, ou que ce soit par rapport à l'autre parent qui vient en soutien et qui veut faire plein de choses. En séance de préparation, on peut entendre des mamans qui disent « moi j'aimerais faire un allaitement mixte, comme ça le papa va pouvoir participer ». Mais participer, est-ce que c'est donner un biberon ou est-ce que c'est participer aux soins de cet enfant, le bercer, le promener, l'avoir en pot à pot, le changer, faire des bons petits plats, plutôt que de donner un biberon au bébé. Donc il va falloir en discuter et voir avec cette famille quel est leur projet, mais leur expliquer que donner un biberon, peut-être que ça risque de fausser la succion du bébé. Donner un biberon de lait artificiel, ça va fausser la production de lait de la maman.
Et que finalement, en voulant bien faire, on induit quelque chose de pas top pour protéger l'allaitement.